émission d'Actu TV. Alors vous voyez déjà, les reines du Père Noël sont là. Au fond, vous voyez Port-Camargue. Il fait beau, pas très chaud. Alors qu'est-ce que nous aurons dans cette émission? Tout d'abord, la rubrique Tilt, comment fabriquer une maquette et texte pour les auteurs Claude et Lise. Ensuite, il y aura quelques séquences musicales, comme toujours. Nous aurons des teasers de livres référencés pour que vous puissiez les garder en mémoire pour Noël. Et puis, bien entendu, nous irons à la rencontre d'auteurs que vous connaissez, que vous apprendrez à connaître. Rubenia Timmerman et Bob Boutique. Je ne vais pas m'étendre, vous allez voir ça très vite. Commençons tout d'abord par Légende indienne et une rencontre avec Rubenia Timmerman. Bonjour Actu TV. Aujourd'hui, quelques mots sur une de mes dernières lectures. Il s'agit de Légende indienne de Rubenia Timmerman. Nouvel auteur chez Chloé Delis. Donc c'est un livre paru récemment au mois de mai 2021. Vous voyez la couverture. Voilà. Et vous allez deviner du coup de quoi il s'agit. C'est un livre genre fantastique. Mais enfin, la touche de fantastique est minime et je ne vous dis pas de quoi il s'agit. Hein. Une métamorphose, ça quand même je vais le dire, mais voilà. Alors l'histoire, c'est une très belle histoire d'amour en fait. La jeune Elisa est une jeune femme très belle, trentenaire, donc... voilà, elle vit sa vie, elle a son boulot, ses amis. Et pour le moment, c'est un cœur à prendre. Elle rencontre par hasard le très beau Joachim. Alors là, très beau, hein, ça, je dois dire, il est beau. Hein. Elle rencontre le très beau Joachim, qui est un jeune homme assez mystérieux. Donc, tout de suite, elle se demande pourquoi lui cache-t-il certaines choses. Et puis voilà, il disparaît. Mystère. Il disparaît et cette disparition va emmener notre Elisa aux quatre coins de la planète. Et vous allez découvrir la légende des Fenris et le dieu Fenrir, un dieu nordique. Qu'a-t-il comme particularité ce dieu nordique? Mais ça, je ne peux pas vous le dire non plus. Enfin voilà, je vous recommande ce livre, Légende indienne, aux éditions Chloé Delis. Un livre fantastique, mais pas trop. Une très belle histoire d'amour et nous attendons la suite puisque Elisa est enceinte. Mais de qui? Et pourquoi Joachim ne voulait-il pas avoir d'enfant? Ça, c'est la bonne question, mais voilà, peut-être le découvrirez-vous dans les dernières pages. Merci. Eh bien, à présent,
Si nous laissions la parole à Rubenia Timmerman pour nous expliquer un petit peu son univers, son roman, la façon dont elle écrit. Bonjour Rubenia Timmerman pour Légende indienne. Elle est venue me rejoindre aujourd'hui à Charleroi pour l'interview Actu TV. Bonjour Rubenia. Bonjour Karina. Je le dirai encore. Hein, bon, voilà. Donc tu as écrit Légende indienne qui vient de sortir aux éditions Chloé Delis. Absolument. J'ai vu, c'était ton deuxième bouquin. Oui. Je n'ai pas lu le premier, donc le premier était déjà fantastique. Oui, tout à fait. Un autre univers, mais ça reste vraiment dans l'univers fantastique, donc ça fait, j'espère, voyager les gens dans un monde un peu différent. Le premier, il s'agissait plutôt d'anges et de démons. Et ici, donc, c'est une histoire qui est un peu plus terre à terre, avec une petite approche de mythologie. Avant de parler de Légende indienne, on va peut-être dire 2-3 mots sur le genre que tu as choisi, le genre d'écriture, c'est le fantastique. Oui, et pourquoi le fantastique? Est-ce que ça t'intéresse depuis toujours ou... Oui. Alors, oui, tout à fait. Moi j'aime, ce qui est génial avec la littérature, avec les bouquins, c'est qu'on peut voyager, même en étant assis, en étant couché, etc. Et je trouve que le style fantastique se prête extrêmement bien aussi à ce voyage dans des mondes tout à fait différents, avec des imaginaires parfois tout à fait différents en fonction des auteurs. Par exemple, la Belgaria d'Eddings, par exemple, n'est pas la même que du Stephen King ou encore notre bonne amie. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Le fantastique, en fait, c'est très vaste aussi. C'est très vaste aussi. Je connais un peu, mais c'est en plus. Hein, oui, tout à fait. Oui. Et donc moi j'aime voyager, j'aime lire des choses qui me font voyager, qui me font un peu oublier le monde dans lequel je vis. Et ça a toujours été comme ça. Donc voilà, je me suis dit que c'est là que j'allais trouver mon inspiration. Et effectivement, d'instinct, c'est ça que j'ai envie d'écrire. Voilà, c'est ça. Donc, Légende indienne, j'ai lu le bouquin le mois dernier. Alors j'ai beaucoup aimé. La note de lecture paraîtra sur le blog Chloé Delis, le blog Aloïs. Et donc c'est une histoire de loup-garou. Alors dans une de tes interviews, tu dis donc que tu aimes le fantastique, que c'est ton genre et que tu mets une petite touche de fantastique dans ton livre. Pourquoi cette petite touche et pas plus en fait? Parce que l'histoire, elle tient debout comme ça. Plus, ça aurait fait trop, je pense. Et c'est pas du tout comme ça que je le sentais. C'est ça. Et donc, la façon dont j'ai écrit le livre, c'est vraiment la façon dont je l'ai imaginé dès le départ. Tu imagines le livre dès le départ? Oui, tout à fait. Je n'arrive pas à me mettre à écrire quand j'ai pas toute l'histoire en tête. En tout cas, le début, le milieu et la fin. Et la fin aussi. Et la fin aussi, oui. Donc, dans l'histoire, on peut ensuite digresser, voir des personnages qui s'ajoutent, des choses comme ça. Mais il y a 3-4 gros blocs qui doivent être pour moi clairs dans ma tête, et c'est surtout le début et la fin. Donc, Rubenia, l'écriture, tu as commencé à écrire à 7 ans, à 10 ans, ou quand est-ce que tu as découvert que tu aimais l'écriture? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Je pense que ça a été les livres en fait, tout simplement, parce que je me rappelle, je me vois quand j'avais 6 ou 7 ans, je venais d'apprendre à lire en primaire, et je me revois à la maison en train de prendre des feuilles de brouillon. Donc on avait toujours des feuilles de brouillon d'une face avec plein de bol, les coller ensemble pour avoir 2 faces utilisables. J'en avais collé comme ça 6 ou 7 patiemment, et je les ai pliés en 2 pour faire un bouquin. Et j'ai commencé à écrire en marqueur. J'ai même fait des petites illustrations, etc. De mémoire, je pense qu'il s'agissait de l'histoire d'une poupée. Donc là, de nouveau, on n'était pas vraiment dans ce qui était... fantastique. Voilà, c'était déjà le prince charmant existait peut-être, mais pas métamorphosé comme on le connaît dans Légende indienne. Exactement, mais je pense que le début, c'était ça. Et tout de suite, quand j'ai eu un bouquin en main, j'ai trouvé ça génial. Et je pense que ça a été le déclencheur, en tout cas, pour commencer à écrire, en fait. Et après, tu as encore écrit, où il y a eu des années... de désert, et comment ça s'est passé pour toi? J'ai toujours écrit de tout, même pour l'école, hein, des trucs où il fallait écrire des histoires, ça me plaisait beaucoup évidemment, ou des poèmes, ce genre de choses, où on pouvait vraiment se laisser aller à l'imagination, ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai écrit plein de choses, des petits trucs, des cours, surtout des cours plutôt, et quand j'ai eu 15-16 ans, j'ai commencé à écrire des choses beaucoup plus longues. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée, l'envie de publier?
jusqu'à mon premier, donc au-delà. Je trouvais pas ça bon, c'était pour le plaisir, je faisais lire ça de temps en temps à des gens, mais je trouvais pas ça assez bon. Et j'ai trouvé qu'au-delà, j'étais arrivée à un niveau au-dessus. J'avais fait l'effort d'aller, de relire tout ça, de le retravailler, de me faire suivre aussi par quelqu'un, une autrice, pour voir un petit peu ce que je pouvais améliorer au livre, etc. Et ensuite, voilà, je me suis lancée dans l'aventure. J'ai contacté plusieurs maisons d'édition, enfin comme tout le monde je pense, c'est le parcours un peu classique. Et voilà, il est arrivé chez du livre et ça a été le début de l'aventure publication. Et je me suis dit, bah, ça me plaît aussi et j'ai envie d'aller plus loin. Alors, toujours avec Rubenia Timmerman pour Légende indienne, comment as-tu découvert les éditions Chloé Delis? Alors, via j'ai rencontré Salomé Mulungo, qui est donc une autrice chez Chloé Delis. Qui m'avait offert un livre. En fait, on s'est rencontrés à un salon du livre à Bruxelles, je pense, de mémoire. Et je lui ai demandé où est-ce qu'elle avait publié ses livres. Elle m'a dit Chloé Delis. Et elle m'a tout de suite fait l'article du professionnalisme et de la sympathie de l'équipe qui gère tout ça. Et je me suis dit, ça me plaît bien. C'est un esprit qui me plaît. Et lorsque j'aurai terminé mon deuxième roman, c'est sûr, je leur enverrai mon manuscrit pour voir si je rentre dans les critères. Et coup de bol, j'y suis. Légende indienne, Rubenia Timmerman, est-ce que tu as un plan de promo? Est-ce qu'il y a des objectifs? Tu as déjà des propositions? Comment ça se passe pour le moment pour ce livre qui, rappelons-le, est sorti en mai 2021? Oui, tout à fait. Donc j'ai tout de suite, une fois que j'avais les exemplaires en main, j'ai tout de suite été sur place dans plusieurs librairies vraiment wallon, puisque moi j'habite à Genappe, près Nivelles, en fait, Nivelles-Waterloo. Et j'étais surprise par l'accueil, en tout cas très positif dans certaines d'entre elles. Donc il est disponible en librairie, qu'on peut trouver sur mon site web. J'ai référencé donc les librairies. À côté de ça, évidemment, des chroniques qui sont en train d'être... Tout ça, on peut trouver sur ton site. Exactement, tout ça est repris sur le site. Et alors, il y a une chose que je compte faire le 19 novembre, c'est un vendredi soir. Je compte le présenter donc en live, en personne. J'espère qu'à ce moment-là, il n'y aura pas trop de restrictions Covid, machin. Et voilà, donc j'espère avoir le plaisir de pouvoir en parler avec des personnes intéressées par le roman ou qui viendront discuter si elles l'ont lu ou pas lu. Et ce sera donc à Otigny et de plus d'informations en tout cas viendront sur le site en temps voulu du début novembre pour savoir toutes les informations pratiques. Alors tu as une page Facebook? J'ai une page Facebook qui est Rubenia Timmerman. Facile à retrouver au cœur. Sur ta page Facebook, on va retrouver le lien vers ton site. Absolument. Et donc on sait presque tout maintenant. Oui. Bonsoir à toutes et tous, une petite vidéo sur le vif pour vous annoncer une excellente nouvelle, puisque le 19 novembre à la bouquinerie du pub à Otigny, je présenterai Légende indienne. Que vous ayez ou pas encore votre exemplaire, je serai ravie d'en discuter avec vous, de vous les dédicacer, de boire un verre en votre compagnie évidemment. Donc l'après-midi, ce sera de 14h30 à 18h et ce sera entrée libre, donc vous entrez, vous sortez. Par contre, à partir de 18h30 à 20h, il y a donc un petit événement un peu plus formel où je présente le livre en duo avec mon meilleur ami. Et le nombre de places est limité pour cet événement. Donc si vous souhaitez être des nôtres, ce que je souhaite, je vous mets un lien donc, dans le post, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour que je sache si vous venez. À cause des règles du Covid, évidemment, nous ne sommes pas encore autorisés à accueillir trop de personnes. Et donc, si vous voulez venir, make sure que je le sache, donc inscrivez-vous. Dans tous les cas, j'espère vous voir donc, le vendredi 19, qui est une soirée de pleine lune. Donc j'espère que ça dévoilera quelques mystères et qu'on aura donc l'occasion de se revoir pour se raconter nos histoires. Excellente soirée et à bientôt! Cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air.
something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Ooh, now tell me now, tell me now, tell me now you know. Not really sure how to feel about it. It's something in the way you move that makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way. I want you to stay. Stay. It's not much of a life you're living. It's not just something you take, it's given. Round and around and around and around we go. Ooh, now tell me now, tell me now, tell me now you know. Not really sure how to feel about it. It's something in the way you move that makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way. I want you to stay. Ooh, the reason I hold on. Ooh, 'cause I need this whole gun. Funny you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never seen the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. It's something in the way you move that makes me feel like I can't live without you. And it takes me all the way. I want you to stay. Alors pour rappel, vous pourrez trouver donc ces deux chanteuses, Claudia et Julia Jonas, sur YouTube et sur Spotify. Et de 3. Bluff est le troisième volet de la trilogie du Bulldog et de la Petite, dans laquelle on retrouve dans une aventure mais totalement différente Johan et Liv, les deux héros, un peu déjantés, mais fichtrement sympas, de 2401 et Carrosse. Alors, comme d'hab, une enquête sans intérêt qui démarre devant un barbecue familial pour se déchaîner dans l'océan Arctique et au milieu des volcans de l'Islande, très actuel, qui risque de déranger, de choquer même, car il remet beaucoup d'idées reçues en question. Une seule garantie, ça va déménager. Alors c'était le dernier teaser du thriller de l'auteur que Karine Laure Deguin et Edmé de Havet ont rencontré
prêts pour le prochain interview. Alors beaucoup d'entre vous, d'entre nous le connaissons, baroudeur, curieux de tout, ancien libraire. Il a été le créateur et le patron très actif d'Actu TV, l'un des collaborateurs fidèles des éditions Chloé Délices et un auteur prolixe puisqu'il a écrit donc déjà 2 contes bizarres, il a écrit une longue nouvelle fantastique et 3 thrillers plutôt de gros pavés comme ça, remplis de suspense, de surprises et de voyages. Donc j'ai nommé Bob Boutique bien sûr, et oui, il nous revient avec un 3e opus de ces contes bizarres en cours de publication. Ils seront référencés en 2022, mais vous pourrez d'ores et déjà vous les procurer pour Noël via donc le mail auteur. Bonjour à TV. Bonjour Karine Laure, qu'est-ce que tu es venue faire ici à Scarbeck? Il faut que je regarde mon agenda parce que j'ai complètement oublié le nom de l'auteur que nous devions interviewer, mais bon voilà, il me semble que c'est Bob Boutique pour son conte bizarre opus 3. Oui. Tout est en trinité, puisque conte bizarre opus 3, 3 longues nouvelles et toutes décoiffantes, bizarre, très bizarre. Bizarre, hein, ça décoiffe tellement, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Oh, ça c'est les contes bizarres. C'est l'histoire d'un petit gars qui embrasse le fantôme de sa mère. Et puis les questions de zizi découpé au scalpel, mais le zizi de qui? D'un cardinal? Point d'interrogation. Oui. Et ça se termine par, d'après moi, une très belle histoire d'amour au 10e degré. Oui. Voilà, donc on a fait le tour de la situation, mais nous aimerions en savoir plus, en connaître un peu plus, parce qu'il y a quand même des choses. Il y a quand même des choses qui doivent nous expliquer. Oui, ça mérite quand même une psychanalyse en profondeur. Oui, je crois que là, et puis il va y avoir le clergé à dos. Hein, là. Mais c'est ça. À mon avis, c'est embêtant. Oui, c'est ça. C'est embêtant. Les poursuites. C'est freudien, très freudien. D'accord. Eh bien, on y va. Bonjour. Je suis ravie d'être venue te voir aujourd'hui. Ah, c'est partagé. Voilà, en fait, ma visite à la butte, bien sûr. Je viens de refermer les contes bizarres 3. C'est 3 contes très bizarres. Ça décoiffe quand même. Je ne sais pas si ça décoiffe, mais je les ai écrits vraiment avec difficile à parler, mais avec beaucoup de... Ça m'a plu en tout cas. Bien sûr. Et donc on va résumer plus ou moins. Donc Conte bizarre 3, c'est 3 longues nouvelles. Oui. Alors la première, c'est en résumé un petit garçon qui embrasse le fantôme de sa maman. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est très oedipien. Oui. C'est une histoire de famille, ça, Bob? Non, pas du tout. C'est vraiment sorti de ma tête. Alors, la deuxième, ça j'ai beaucoup aimé aussi, c'est une enquête policière, mais un peu particulière. Oui. On retrouve des zizi coupés au scalpel dans un coffre bancaire. Oui. À qui sont-ils et qui a fait ça? Même chose, histoire tirée simplement de mon... Il n'y a rien de personnel là-dedans. Rien de personnel, t'es sûr? Oui. Tu ne veux pas égratigner Non, je crois que c'est vraiment... Oui. Alors on va arriver vers la troisième, la troisième nouvelle. Là, c'est quand même une déclaration d'amour au 10e degré. Ou je me trompe? Je ne sais pas si on peut... En tout cas, c'est très personnel. C'est très personnel. Et un petit clin d'œil, j'ai bien aimé. Et aussi ce petit clin d'œil à une certaine belgitude avec Arnaud, Ostende. Oui. Voilà. Alors, ma question, c'est que ces 3 nouvelles-là sont très imagées et tu n'as pas envie de les dessiner, d'en faire une BD, par exemple? Je ne pense pas, non. Franchement, je ne crois pas. Et je ne vois pas très bien raconter ça en BD. Non? Non. J'aime bien écrire en BD des imbécilités, comme par exemple une que je fais un jour paraître, où je mets des petits personnages, mais même pas quelque chose de plus imagé, je ne pense pas. Oui. La deuxième, donc, l'enquête policière, j'ai beaucoup aimé ça. Enfin, je les ai aimées toutes les 3, je ne vais pas dire le contraire. Bon, voilà.
Mais la deuxième, j'ai beaucoup aimé et je me demandais si même on ne pouvait pas en faire un roman, à la limite. C'est quand même une enquête policière, hein? Oui, mais je crois que... Je ne pense pas. Ce ne sont pas des souvenirs d'enfance. Non, certainement pas. Certainement pas. Non. Vraiment inventé, la première inventée, la seconde inventée, la troisième très personnelle. Oui, ça j'ai compris. Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu es en préparation des contes bizarres 4? Non, pas pour l'instant. Pas pour le moment, rien du tout. J'ai déjà écrit quelque chose, mais je dois le revoir parce que ce n'est pas tout à fait au point, c'est tout à fait différent. Mais ce sera aussi des contes bizarres. On n'est plus au moment de ton roman, non, c'est plus... des romans comme Chaos par exemple. Non, non. J'ai écrit quelque chose qui doit faire 120 pages, une longue nouvelle, mais tout à fait différent. Donc je vais encore devoir lire, Bob. Non, tu n'es pas obligé. Toutes mes nouvelles sont faites pour ceux qui veulent en voir deux. J'ai des difficultés à parler très clairement. Oui, mais c'est parce qu'on a beaucoup bu avant aussi. Moi, oui, on a beaucoup bu, donc on a difficile de parler, moi aussi, mais je me concentre quand même. Non, j'ai parfois ça va tout seul, je parle facilement, et puis parfois ça... Oui, mais ici, il y a quand même du public devant nous, 25-30 femmes, des fans, elles attendent là, toutes avec leurs bouquins, leurs bics pour que tu puisses dédicacer. Donc, c'est quand même impressionnant. Ben oui, pas vraiment. Ben, si, quand même. Alors, Bob, tu as des choses sur le feu, des textes qui brûlent. Bon, qui brûlent, je ne sais pas, mais j'ai plusieurs choses qui sont en route. Des choses qui sont terminées, que je vais terminer avant mon AVC, ouais. Parce que j'ai un AVC d'ailleurs 60 ans peut-être, et ce que j'ai complètement terminé, c'est un résumé d'un voyage que j'ai fait avec ma femme et mon fils en Islande. C'est plus rigolo, c'est complet. J'ai fait également une sorte de... Donc là, c'est un roman, en fait. Oui, oui, je raconte comment... Non, c'est plutôt un journal de bord. Un journal de bord, oui. Okay. Alors, j'ai également... Comment expliquer ça? J'avais envie d'écrire un jour quelque chose tout à fait différent sur la planète Mars. Pas sur la... J'ai des problèmes de... Tu es allé sur Mars? Non. Tu vas y aller? Tu as envie d'aller sur Mars? Oui, voilà. Tu as envie d'aller sur Mars? D'une certaine façon, oui. Mais je voulais... Tu as eu la vision de Mars? Oui, mais je voulais le faire très, très scientifiquement. Il fallait que ce soit précis. Sans coup de barre? Sans coup de barre. Et je crois que je suis arrivé à faire quelque chose de très précis en fonction de ce qu'on connaît actuellement. Il y a aussi une histoire, même une histoire d'amour là autour. Sur Mars? Oui, sur Mars. Ah, là, ça m'intéresse. Oui. Pourquoi? Tu as envie d'y aller? Oui, j'ai envie d'aller sur Mars. Oui. Ouais. C'est très spécial. Moi, je viens d'Inde, donc je voudrais bien y retourner quand même. Tu sais que sur Mars, il n'y a que 1% d'atmosphère. Il y a un petit peu d'eau. Non, il n'y a pas. Mais c'est pas sur Mars qu'on vient de trouver quelque chose, une goutte? Oui, peut-être bien, on n'est pas sûr. Un peu de vapeur. Mais j'ai fait un truc, en tout cas, sur ce thème-là, et j'ai fait un truc beaucoup plus rigolo sur la façon à moi de voir les choses, parfois un peu rigolotes, comme sur Mars? Non, c'est sur Terre. Et bon, on verra ce que ça donnera. Quand tu prends un aspect rigolo dans tes textes, voilà, c'est très bon en général. Les Contes Bizarres 3, c'est 3 très bons textes. Hein. Contes Bizarres 3, c'est pas rigolo. Hein. C'est pas rigolo, mais il y a quand même de l'humour, quoi. Hein, oui, disons que... C'est du décalé quand même. Hein, Je ne peux pas être complètement tout à fait sérieux, c'est pas possible. Bah, il ne faut pas non plus. Mais dans Contes Bizarres 3, le dernier conte est quand même très personnel. Oui, ça bien sûr, hein, je l'ai dit, c'est une déclaration d'amour pour qu'ils viennent à lire, ça y est, c'est ça. Hein. On peut se regarder tendrement. On peut se regarder. Mais donc, voilà, moi aussi, quand même, j'ai lu ton nouveau trio de contes bizarres décoiffants, comme dit Karine.
C'est vrai qu'ils sont décoiffants, mais enfin ça je m'y attendais parce que j'avais déjà adoré les 2 premiers tomes des contes bizarres qui étaient toujours très surprenants. Très variés. Très variés, ça c'est vrai. Il y avait des plus comiques, plus sombres, voilà. Ici ils sont quand même plutôt dans le sombre. Hein. Dans le sombre. Hein, on ne rit pas vraiment. Non, c'est pas fait pour rigoler. Non, on ne meurt pas de rire en le lisant. Mais enfin bon, moi j'ai été surtout touchée par le dernier, forcément, parce que voilà, on retrouve Plus personnel. On retrouve des choses, et il est très touchant, parce qu'à la fin, on est, finalement c'est un conte bizarre d'amour, je trouve. C'est une déclaration d'amour, très touchante. Ben moi, ça m'a... En tout cas, comme ça. Il a été très personnel. Oui, ça m'a fait un peu penser avec... tu avais récité un petit poème, Oui. avec une que je ne nommerai pas, qui fumait la cigarette et qui disait « tu veux ma photo ». Ça m'a fait penser à ça, c'est lié. Hein? Oui. Oui, Mais voilà. souvent, ce que j'ai écrit est très personnel, mais les trucs très variés que je fais, ce sont des idées qui me viennent parfois folles ou quoi, et j'écris. Mais là, c'était très personnel. Oui, ça se sentait, mais c'était très bien amené, c'était, voilà, pour qui ne te connaît pas, il y trouve son plaisir également. J'espère. Oui, à mon avis, oui, c'est un petit bijou pour moi. Alors, Contes bizarres, figurez-vous que nous l'avons lu, souvent même en avant-première. Alors, Karine, Laure, Edmé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bonjour à TV. Là, aujourd'hui, je viens de finir la lecture du livre de Bob Boutique, Contes bizarres 3. Bob Boutique nous revient après un long voyage à travers la stratosphère. Il est sorti d'un trou noir et il a écrit Contes bizarres 3. Contes bizarres 3 qui se lit indépendamment de Contes bizarres 1 et Contes bizarres 2. Mais c'est toujours aussi bizarre. Donc, 3 longues nouvelles. La première, c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui s'en mêle les pinceaux, qui se tord les pieds à travers les fils des nœuds édipiens. Donc il essaye d'embrasser le fantôme de sa mère. Voilà, ça je ne vous dis que ça. Et vient s'ajouter à ça un entretien chez la psy. Et la psy se mêle de l'histoire et du fantôme de la mère. Là c'est gros quand même. Hein. Alors la deuxième histoire, là c'est encore plus de l'improbable. Un cardinal décède et il laisse dans le coffre de la banque, devinez quoi? Allez, devinez quoi? Eh bien, dans un bocal découpé au scalpel des zizi. Ah bon, des zizi? Bah oui, des zizi. Ah oui, des zizi. Donc voilà, ça c'est quand même un peu bizarre aussi. Et donc, qui a tué qui et pourquoi? Hein? Voilà. Alors la troisième nouvelle, là c'est la partie romantique de l'histoire, et vous connaissez tous le romantisme de Bob Boutique. Elle s'appelle 1000 brasses, mais moi je dirais 1000 embrassades. Et donc c'est aussi une histoire improbable, mais c'est dans cette histoire-là que toute la poésie de Bob Boutique se cache en fait, je pense que c'est comme ça. Et donc c'est une histoire à lire beaucoup, mais au 10e degré là, vous voyez. Donc 3 belles histoires à lire, distrayantes. Je ne sais pas vous montrer le livre parce que mon compagnon l'a acheté dans l'étang ici derrière moi. Il était jaloux. Je relisais, donc ça ne lui a pas plu. Mais enfin voilà, Contes bizarres 3, c'est pour vous, chers lecteurs, vous qui aimez les histoires improbables, insolites. Et voilà, merci. Et moi aussi, je vais un petit peu vous parler de Contes bizarres, parce que j'ai eu la joie de vous le lire. Et puis ensuite, vous verrez un autre teaser signé Bob Boutique, et c'est celui de Chaos. Bob Boutique et ses Contes bizarres 2. Le premier tome, je l'ai découvert à mon arrivée chez Chloé Délices en 2010, je crois. Et je pense que je me souviendrai toujours de la couverture de son second tome. Plutôt décalé, on va dire, comme d'ailleurs ses textes, comme sa plume, comme son vocabulaire et la façon dont il amène ses histoires et fait tourner en bourrique à la fois ses personnages
et ses lecteurs. À mon sens, Bob, tu me diras si je suis dans le vrai ou pas, il y a une vraie progression entre chaque tome de ces contes bizarres, peut-être du fait d'ailleurs qu'il a édité, publié autre chose entre chaque opus. D'abord une longue nouvelle fantastico-humoristico-policière, Les 10 petites négresses, et 3 thrillers au suspense redoutable, 2401, Chaos et Bluff. Le suspense, c'est un trait de plume qui caractérise sans mal l'écriture de Mr. Bob. Un style direct, des descriptions précises, des personnages taillés au cordeau. Ça va vite, mais pas trop en fait. Juste ce qu'il faut pour s'imprégner de son humour en filigrane, accrocher les personnages, avoir envie d'avancer plus vite que les héros et voyager avec eux. Parce que je peux vous assurer qu'on voyage avec Bob. Pour Contes Bizarres 3, quelque chose a changé. Plus de profondeur, plus de tout en fait. Et si on se souvient de l'ambiance livrée par les 2 premiers recueils, ces 3 derniers contes nous offrent quelque chose de plus. Ils marquent franchement les esprits. Ils secouent. Ils ne prennent plus le lecteur à témoin. Ils le prennent par le col, l'impliquent bien malgré lui, faisant naître au fond de sa gorge quelque chose de nouveau, une nouvelle émotion peut-être. À chacun, en fait, de mettre un mot sur cette sensation. Bob Boutique, l'irrévérencieux, montre, si besoin en est encore, avec ce recueil, qu'il est de ces auteurs atypiques qui osent, ébranlent, assument leurs plumes, savent mettre leurs tripes sur la table. Chapeau bas, Mr. Bob, j'ai franchement adoré ce recueil. Alors notez que donc ce roman n'est pas, enfin ce recueil n'est pas encore référencé, qu'il le sera fin début 2022, mais en revanche vous pourrez le commander via l'auteur dès la fin du mois de novembre. Et de 5. C'est mon 5e bouquin et je suis très fier de l'avoir achevé. Je ne parle pas du contenu, bien sûr, à vous de juger, mais du fait de l'avoir terminé. J'ai repris dans cet ouvrage mes 2 héros de 2401 parce que je me suis attaché à eux et qu'ils forment quand même un couple détonnant. Mais cette histoire est totalement différente. Elle commence, l'air de rien, au Rijksmuseum d'Amsterdam avec le vol d'un tableau sans grande valeur de Cranach représentant Martin Luther. Alors, pourquoi cette affaire met-elle tous les services secrets sans dessus-dessous, à commencer par le Mossad israélien? Un récit mené à du 100 à l'heure qui mènera Johan, le bulldog, au Yémen en guerre et obligera comme d'habitude son ami et collègue Liv à le sortir d'une pétotière pas possible, comme de la menace planétaire d'un grand chaos. Chaos, un nouveau défi encore plus spectaculaire que 2401. Et n'allez surtout pas voir la fin avant d'y être arrivé, elle est incroyable et totalement inattendue. Comment crée-t-on une maquette texte pour les éditions Chloé Délices et a fortiori pour collection? Eh bien, je vous propose de regarder la rubrique Tilt. Bienvenue dans notre rubrique Tilt consacrée aujourd'hui à la conception d'une maquette texte pour les auteurs édités aux éditions Chloé Délices et plus encore pour ceux édités chez Chloé Délices Collection, puisque c'est ce que je demande en fait. Donc je suis sur mon logiciel de traitement de texte,
première chose à faire au tout début, on va en conception, mise en page, pardon, les marges. Et s'il vous plaît, on se met en marge miroir. Tout simplement parce que ça permet, au moment de la conception du livre, d'avoir des marges qui sont équilibrées entre la reliure et la bordure de la feuille pour le texte. Ensuite, lorsqu'on parle police d'écriture pour l'intérieur, pour le texte global, on conseille généralement soit Guaramon, soit Times New Roman, voire Bimbo. Moi j'aime bien parce que en fait c'est une police d'écriture qui est plus ramassée que Guaramon, qui me permet d'économiser des pages. Et vous savez que le prix du livre est fonction du nombre de pages qu'il contient. Donc, pour tout le monde, la première page doit être vierge. Deuxième page, vierge. Troisième page, et bien c'est là que vous allez mettre alors là pour le coup je le mets en Guaramon, mais vous pouvez le mettre dans le style que vous souhaitez, hein. Là on ne parle pas du texte en lui-même, mais bien de la présentation des pages de garde. Donc là je vais mettre en 20, mais vous pouvez mettre en plus grand si vous souhaitez, et donc je vais mettre le nom de l'auteur. On va mettre ensuite le titre. Vous le mettez en plus gros si vous le souhaitez, en italique si vous le souhaitez, etc. etc. Là, c'est votre conception. Et puis, là je me remets en 18 pour être à peu près. Voilà. On va insérer donc le logo. Alors ça peut être celui de Chloé Délices ou celui de collection pour les auteurs édités en collection. Voilà. Et donc, je vais passer, là nous sommes sur la page 3, et je vais passer sur la page 4 qui, elle, est utilisée. Alors, votre logo, hein, vous pouvez l'agrandir et par exemple, le descendre d'un truc. Hein. Ça sera quand même plus joli. Donc, cette page est utilisée pour mettre tout ce qui est avertissement, photo de couverture, etc. Donc, comment on fait? Celui-là. Donc là, nous sommes, je répète, sur la page 4. Alors, cette œuvre est une pure fiction, vous mettez ce que vous voulez, les personnages sont de pure invention, c'est à vous de voir. Avertissement avec 2 S, ça serait peut-être mieux. Voilà. Ensuite, vous allez mettre donc couverture élaborée ou conçue comme vous voulez par, et vous mettez le nom. Et ensuite, pardon, vous allez mettre donc photo. Et ça peut être, ici, vous allez pouvoir mettre par exemple le site qui vous a permis d'acquérir la photo, le nom du photographe, le copyright s'il y en a un, etc. etc. Eh bien, vous êtes déjà sur la 5e page. Et donc, cette 5e page, c'est le tout début de votre texte. Alors, pour ceux qui souhaitent mettre à ma mère, à mon fils, à ma fille, ça peut être donc cette 5e page.
Voilà. Et dans ce cas-là, donc, la page suivante, y arriver, voilà. La page suivante sera, puisqu'ici nous sommes sur la page 5, la page suivante sera vierge. Donc, vous commencerez sur la page 7. Chapitre 1. Alors là, ici, pareil, chapitre 1, vous mettez 1, vous mettez ce que vous voulez, un titre, etc. Sachant que tous les chapitres commencent en page impaire, que donc si un chapitre, par exemple chapitre 1 se termine en page 9, eh bien le chapitre 2 commencera en page 11. Entre la page 9 et la page 11, il y aura une page blanche non numérotée. En revanche, entre les sous-chapitres, eh bien, il n'y a pas de page blanche. Par ailleurs, pour les auteurs qui souhaitent, on va mettre ici, énumérer leurs ouvrages publiés. Eh bien, vous pouvez le mettre ici, d'accord? Ou alors, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, pour ne pas avoir pléthore de pages blanches, de pages de garde et perte de la place, si vous souhaitez mettre vos ouvrages publiés, je sais pas moi, les articles qui vous ont été consacrés, etc., pourquoi pas? Et à ce moment-là, donc, ceci, vous le mettrez en page 2 ici, ce qui vous permettra donc d'économiser de la place. Du coup, vous voyez, donc bien sûr, hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà, c'est très bien. Et donc, ici, on l'enlève. Et vos ouvrages publiés seront ici. Donc, voilà ce que ça va donner en plus petit. Première page blanche. Deuxième page blanche si vous ne voulez pas mettre la liste de vos ouvrages publiés. Si vous voulez mettre la liste de vos ouvrages publiés, vous mettrez votre avertissement en page 2. Sinon, elle sera en page 4. Page 3 est toujours consacrée à votre nom, titre et logo de l'éditeur. Enfin, ici, page 5, ça va être à ma mère, si vous le souhaitez. Sinon, alors attendez, je ne fais pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À ce moment-là, si vous mettez à ma mère, ici vous aurez une page vierge et votre chapitre 1 commencera en page 7. Donc, ceci fait, nous allons insérer un numéro de page. Alors moi, je le mets en haut, on peut le mettre en bas, c'est votre choix. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, tous les numéros de page, toutes les pages sont numérotées, même les pages blanches. Or, toutes les pages blanches, qu'elles soient en page de garde ou à l'intérieur de votre texte, ne doivent pas être numérotées. Comment les enlever? Si on n'utilise pas de nouvelles sections, et je vous le conseille parce que utiliser plusieurs sections lorsqu'on crée une maquette texte, au cas où vous auriez à la modifier, c'est une véritable galère. Donc, je vous propose, du coup, de tricher. Youpi. On fait un cercle. Voilà, on fait un clic droit sur le cercle. On fait un remplissage blanc, un contour blanc et c'est terminé. Celui-ci, on le copie et on va ensuite l'insérer
On va le mettre partout où on aura besoin. Vous voyez, rien de plus simple en fait. Alors, vous savez comment on fait du copier-coller, hein, n'est-ce pas? CTRL-C, CTRL-V. Voilà, c'est le plus simple, hein. Puis, une fois que vous avez fait la manip, vous pouvez directement le faire avec votre touche F4. Et nous sommes donc en page 7 et c'est terminé. Alors, votre chapitre, vous pouvez le mettre un peu plus bas. C'est votre choix, toujours pareil. Et donc, je vous rappelle que au niveau de la police d'écriture, mieux vaut utiliser soit Guaramon, soit Times New Roman, soit Bimbo. Et en taille 16-18, puisque le format A4 va être, on va dire, réduit en format A5. Et d'ailleurs, je vous conseille de vérifier, en fait, l'une de vos pages, vous la faites réduire en A5 et vous voyez, en fait, ce que ça va donner. Et donc, voici nos pages blanc. Alors, normalement blanc, sauf s'il y a besoin d'un avertissement que vous ne mettrez pas ici, le titre avec votre nom, etc. Les ouvrages publiés s'il le faut, à ma mère. Ici, puisqu'on est en page paire 1, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, cette page sera vierge et vous démarrez en page 7. Et bien voici, vous savez tout de la mise en page, a priori du moins, de votre maquette texte. En cas de questions, bien vous pouvez me contacter, bien sûr. Et si vous souhaitez que nous abordions dans notre rubrique une autre question, bien surtout n'hésitez pas. Bonne soirée. Au revoir. En avant-première de l'émission 8, Karine Laure Desgain chronique le roman de Jean d'Estrée, Le Tilleul du Parc. Bonjour Actu TV. Une de mes toutes dernières lectures, Le Tilleul du Parc de Jean d'Estrée. J'ai terminé le livre hier au soir, j'étais passionnée, donc je voulais absolument vous en parler. Et voilà. Donc Le Tilleul du Parc de Jean d'Estrée, c'est une histoire d'amour, mais pas uniquement une histoire d'amour. C'est pour ça au départ je dis oh, encore une histoire d'amour, voilà. Mais non, j'ai beaucoup aimé tout ce qui se passait aussi en dehors de l'histoire d'amour. En fait, Jean-Michel est professeur de français dans une petite ville toute proche de Charleroi. Alors l'auteur ne cite pas la ville, mais comme je suis très curieuse, par recoupement, j'ai plus ou moins deviné qu'il s'agissait de Fontaine-l'Évêque. L'auteur décrit une couterie, il nomme le nom des rues, donc j'ai supposé qu'il s'agissait de Fontaine-l'Évêque, mais enfin voilà. Et l'époque, c'est 1968. Et là, c'est très important aussi. Donc Jean-Michel est professeur de français dans un établissement de Fontaine-l'Évêque. Et il est séparé de sa femme. Et donc il est assez taciturne. Et tout son univers, c'est l'école, ses élèves, ses cours et ses camarades. Il a beaucoup de copains à l'école, en dehors de l'école. Il rencontre fortuitement Fabienne. Fabienne est elle aussi séparée. Et voilà, un amour va naître. Et donc, tous les deux vont apprendre à se connaître, ils vont se reconstruire grâce à leur personnalité. Alors Fabienne a un petit garçon dont elle n'a pas la garde et durant tout le livre on verra le combat que mène Jean-Michel auprès de Fabienne pour récupérer ce petit Pierre. Fabienne ne peut pas avoir la garde de son enfant pour une raison particulière, là je n'en dis pas plus non plus. Et voilà cette histoire d'amour, mais ce livre n'est pas qu'une histoire d'amour, il y a tout le combat syndical mené par tous ses camarades
puisque ça se passe dans la région de Charleroi. Il y a un coup de grisou avec des morts, des pères de famille qui décèdent, et on voit que le combat de Jean-Michel par rapport à ça, sa solidarité pour les enfants qui viennent de perdre leur père. Et tout est expliqué dans ce livre-là, et c'est ça que j'ai bien aimé en fait. Et c'est très important parce que, surtout pour les Carolo, quand on parle d'un coup de grisou, d'une catastrophe minière à Charleroi, on ne peut pas occulter la catastrophe de Marcinelle du 8 août 56 qui a fait 262 morts, donc des milliers d'orphelins. Et donc là, en 68, Jean d'Estrées explique le combat syndical mené par Jean-Michel et ses camarades pour tous ces ouvriers des mines et aussi pour les ouvriers de cette clouterie. Donc voilà, un livre que j'ai beaucoup aimé, je vous invite à le lire. Alors vous allez me demander, et le tilleul du Par est dans tout ça? Ben là, franchement, je ne peux pas vous le dire. Il faudra que vous découvriez ça vous-même. Voilà, merci. Terminons par une longue chronique qui concerne 2 rééditions signées Joël Valeska. C'est Contes épouvantables, donc réédité en 2 volumes, et Les Métamorphoses, son 1er volume. Alors ça, c'est pour ceux qui aiment le fantastique, la pépite, le suspense. Et puis, donc vous allez voir la chronique, et je ne réapparaîtrai pas. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer un joyeux Noël, de belles fêtes. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, et on se retrouvera l'année prochaine, au mois de janvier, je l'espère. Bye bye! J'aimerais terminer les chroniques de lecture par 3 titres d'un même auteur, Joël Valeska. 3 rééditions, à mon sens, très réussies. Les contes bizarres, les contes épouvantables et fables fantastiques, 1 et 2, agrémentés d'illustrations, et les meurtres surnaturels, ici, les métamorphoses de Julian Kolovos. Donc les couvertures, elles sont suggestives, parfaitement ciblées. Pourquoi? Eh bien parce que les textes de Joël Valeska ne s'adressent pas seulement aux adultes, mais également aux adolescents, et que ce visuel colle parfaitement à leur univers. L'idée de scinder ces contes épouvantables est absolument excellente. Quant aux illustrations, eh bien, elles surjouent. C'est loin d'être péjoratif, hein. Le côté noir, glauque, épouvantable, et donne encore plus de relief au texte déjà, enfin comment dire, déjà, il faudra dire en fait, pour ressentir ce léger malaise qui suinte de ces histoires. Perso, j'adore. Commençons par Contes épouvantables et fables fantastiques. Le tome 1 propose 8 nouvelles, comme d'ailleurs le second tome. Les 2 tomes sont très équilibrés. Je ne vais pas vous en parler, le blog Aloïs propose quelques extraits et des retours de lecture, donc allez voir si la curiosité vous titille, c'est le but du jeu, n'est-ce pas? Alors, me demanderez-vous de quoi ça parle? Eh bien, à côté de ça, je peux dire que chaque histoire a un petit côté diabolique qui alpague le lecteur, le plonge sans ménagement dans les recoins les plus noirs de l'âme, qu'elle soit humaine ou pas d'ailleurs, enfin si les personnages ont une âme, ce qui n'est franchement pas dit. C'est en cela que Joël Valeska pousse le genre jusqu'à un paroxysme rafraîchissant. Pas de mièvrerie, pas de poncif maintes fois utilisé, donc éculé. Joël Valeska joue sa propre partition d'une main sûre. Son style est vivant, imagé, avec un trait de naïveté qui sied parfaitement au genre. Quelques touches d'humour noir, un brin de frisson, une pincée de graissement de dents. Eh bien, la recette prend et nous propulse pour notre plus grand plaisir dans une autre dimension, celle imaginée par Valeska.
À présent, tournons-nous vers le premier tome des Métamorphoses. Enfin, ce n'est pas tout à fait le titre, mais ce mot colle à mon sens parfaitement au texte. Pour quelle raison? Je suis certaine que la première de couverture vous en donne la réponse. Non? Eh bien, je vous inviterai donc à vous plonger dans l'histoire d'une famille déroutante rassemblée comme bien d'autres pour fêter Noël. Les personnages sont forts, complexes, capables tout à la fois de nous faire sourire et de nous faire grincer les dents. Ils sont agaçants, imbus de leur personne, hautains, méchants et malsains. Voilà. Oui, malsain. Du coup, le lecteur ne peut que s'impliquer. Et lorsque le lecteur s'implique, eh bien, l'auteur a gagné. Vous n'en saurez bien entendu pas plus, mais vous savez quoi? Eh bien, j'attends le tome 2 avec une grande impatience. Un triple coup de cœur renouvelé.